Alors déjà, les semaines d'information sur la santé mentale, c'est l'UNAFAM qui est à l'initiative, alors je ne sais plus quand ça remonte, hein, de ces semaines, qui ont beaucoup évolué hein, depuis, parce que maintenant elles sont portées plutôt par les contrats locaux de santé et avec beaucoup de partenaires. Mais donc voilà, donc pour nous c'est une évidence. Et en premier lieu, c'est quoi? C'est faire connaître au plus grand nombre, au sens large, qu'est-ce qu'est la maladie psychique et pour essayer de déstigmatiser ces maladies qui malheureusement sont mal vues, sont mal connues, il y a beaucoup d'interprétations et les personnes qui en souffrent et leurs familles sont en marge. On a peur, ce qui est irrationnel. Et le fait d'en parler, eh bien, nous, notre souhait, c'est ça, c'est que ça participe à ce que les personnes et les familles soient mieux intégrées dans la société et qu'on fasse évoluer les mentalités. Moi, je me suis investi dans l'ACISM parce que la première à laquelle j'ai assisté, j'ai été mécontent de la façon dont ça se passait, puisque c'était un peu trop réservé au corps médical, aux professionnels, je dirais, très proches du malade et des familles, alors qu'on vit dans une société. Et étant professionnel également des maladies psychiques, je trouvais que c'était trop limité, on refermait alors qu'il fallait ouvrir. Donc sur le social, il y a certaines CIS où on a fait venir des sociologues, des professeurs d'université. C'est une ouverture, eux aussi travaillent sur les maladies et sur les comportements, et c'est par la connaissance qu'on peut aussi lutter contre la déstabilisation, contre aider les parents à se voir autrement, à redonner une image positive aux parents qui sont souvent stigmatisés parce que ce sont les mauvais parents. Si leurs enfants sont malades, c'est qu'ils sont mauvais. Le travail de préparation de la CIS m'a permis de rencontrer des personnes qui représentent des services et qui sont déjà en contact et des familles et d'enfants qui présentent des difficultés ou des parents, puisque maintenant il y a même des adultes, enfin, des EHPAD qui viennent. Je regrette que l'éducation nationale ne soit pas représentée, puisque par rapport à tous les handicapés, il y a toujours des problèmes de comportement. Quelle que soit la maladie, quel que soit le type d'handicap, automatiquement il y a un problème de comportement et les enseignants ne sont pas forcément outillés pour y faire face. Et les parents, en règle générale, ils sont stigmatisés, chaque fois qu'on les fait venir, c'est pour dire du mal de leur enfant, c'est ce qui ne va pas, etc. C'est jamais positivé. Donc, et pourtant, ils ne sont pas aidés, ils savent que leur enfant a des difficultés, ils savent qu'il faut qu'il apprenne, et ils veulent qu'il soit normal. Je vais être un peu trivial, quelqu'un qui a la grippe, on ne lui reproche pas d'avoir la grippe, c'est pas de sa faute. Quelqu'un qui est bipolaire, quelque part, c'est de sa faute. Son comportement, oui, il devrait faire attention. Il devrait respecter les autres. Oui, mais respecter les autres, c'est pas facile quand on n'est pas soi-même respecté. Enfin, il y a toute une éducation à faire. Moi, je pense que ça commence à l'école, l'accompagnement. Ça commence à l'école. Les enseignants ont leur place à jouer avec les parents et les autres services qui sont autour de la personne si le signalement a été fait. Il y a tout un protocole, je dirais, d'approche pour se connaître les uns les autres, pour connaître les valeurs des uns, de l'enseignant, mais les valeurs de la famille, respecter ces valeurs, ne pas imposer les nôtres. Et à partir de là, on peut commencer à créer quelque chose. L'enfant, il va comprendre qu'il est, enfin l'enfant, au sens large, parce qu'on peut le faire également avec des adultes, va comprendre qu'il y a une équipe qui est autour de lui et pour son bien. Il va renacler, c'est sûr, parce que, et surtout chez les enfants, même dit normaux, le jeu c'est d'opposer les parents les uns aux autres, donc s'il sent qu'il y a une force en face et qu'il est gagnant finalement, il faut qu'il voit qu'il a ses efforts lui rapportent quelque chose. Ça
c'est quelque chose qui me paraît intéressant et faire un projet, parce que le projet écrit, où chacun s'exprime et donc l'enfant aussi, hein, enfin le malade, il faut qu'il soit présent, qu'est-ce qu'il veut faire, quels sont ses choix, et à partir de là, on peut construire un projet, pas avec une multitude d'objectifs, hein. 2, 3, c'est bien suffisant. On choisit pas forcément les plus importants, mais les plus accessibles, au début tout du moins. Et puis, on évalue régulièrement. Et régulièrement, c'est pas tous les 6 mois, hein, ça peut être tous les 2 mois. On fait un point, et si là l'objectif a été atteint, et ben on en met un autre, enfin, etc. Et il faut que tout le monde soit acteur. Le malade, évidemment, c'est lui le principal acteur. Je voudrais juste rajouter en participant aux travaux de l'ASSIS, en côtoyant les divers acteurs, ça permet de créer un réseau qui me paraît très important, et on se connaît, on sait ce que représentent les autres, et en cas de besoin, on peut faire appel à eux. Alors, ce qui a motivé mon engagement depuis 3 ans pour intégrer le réseau qui accompagne cette question de la santé mentale sur Bourges, c'était parce que j'avais observé dans les publics que j'accueillais des publics très isolés, très précaires, très fragiles. Et pour ces questions, il me fallait aussi des leviers, il me fallait un réseau de professionnels qui me permettrait d'être plus opérationnel à l'observation de ces publics si fragiles. Ces publics-là sont un peu invisibles dans les structures classiques, et moi je les côtoie à travers le champ de la parentalité. La première chose qui nous a engagés, c'est d'abord qu'on a des administrateurs, puisque nous sommes une association, et que nos administrateurs ont vocation aussi à connaître d'autres administrateurs dans d'autres associations qui travaillent sur d'autres problématiques. Donc on avait déjà une administratrice qui s'était engagée sur ces semaines de santé mentale depuis des années, et donc qui avait créé aussi un réseau. Sur un territoire comme le nôtre, on se doit aussi de travailler avec d'autres structures et avec d'autres partenaires. Et donc, c'était d'autant plus intéressant qu'on puisse s'engager aussi un petit peu plus loin, donc les administrateurs, mais aussi du côté des professionnels, pour pouvoir accompagner ces semaines sur la santé mentale. Du fait, on travaille avec eux à mettre en place un certain nombre d'événements qui de toute façon vont apporter un éclairage et un focus sur la santé mentale, mais qui aussi ouvrent sur d'autres publics par voie de conséquence à travers la discrimination par exemple, ou d'autres sujets, le handicap et l'art, etc. sont des sujets plus vastes qui permettent de travailler ensemble en commun et de mener aussi des actions communes, interstructures, interétablissements et interassociatives. Donc c'est toute la motivation de notre engagement de pouvoir participer à l'échelle du territoire à ces semaines sur la santé mentale. Pour nous, Association Espoir 18, il est important que nous y soyons pour nous faire connaître et reconnaître au niveau de la maladie psychique. C'est important de travailler ensemble pour que tout handicap et tout public travaillent ensemble sur un même projet et des actions communes. Pour nous, réseau, les semaines de la santé mentale, c'est bien-être aussi. Hein, c'est santé, bien-être mental, ça c'est la première chose. Le réseau historiquement participe, et je pense depuis longtemps, participe aux semaines de la santé mentale. Rivage en particulier, quand le thème des semaines de la santé mentale correspondait à la parentalité. Il y a donc 3 ans, je pense, c'était autour de la parentalité. L'année dernière, c'était le numérique. Cette année, c'est la discrimination. Et pour le coup, ça correspond tout à fait aux actions et aux préoccupations de Rivage dans l'accompagnement des familles. La santé mentale, ça reste vraiment fondamental pour nous. C'est-à-dire qu'on considère, et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, un parent qui va bien, forcément ça se répercute sur les enfants. Et inversement. Nous, on reçoit parfois des situations ici où les parents sont tellement stressés que les enfants ne mangent plus, ne dorment plus. Souvent des situations de demandeurs d'asile. Je me souviens d'un papa qui était complètement perdu parce que ses enfants se mangeaient les doigts, ne dormaient plus, faisaient des cauchemars, tellement c'était prégnant, mais parce qu'ils étaient tellement en situation de stress, papier, pas papier, quand est-ce qu'ils allaient pouvoir passer, quand est-ce qu'ils allaient pouvoir rester
dans ce logement, dans ces conditions. Donc pour nous, c'est vrai que la santé mentale, c'est fondamental.